Salut les Scraders. Est-ce que les joueurs du Bayern Munich ont dit à Luis Diaz « Ouais, t'étais pas là avec nous cet été, donc si tu te venges de Musiala, ça passera crème ?» C'est une question qu'on ne va pas se poser. Mais avant ça, abonne-toi, like, partage. On a besoin de ton engagement, on a surtout besoin de vues. Et on sait que oui, c'est carrément devenu vital pour nous. Donc si t'aimes le contenu, engage-toi et abonne-toi, like, tu connais la chanson. On va donc débriefer ce PSG Bayern avec trois supporters du PSG déçus ou peut-être pas. On va voir ça. Déjà, on fait le retour d'Iyad. Merci, parce que j'attendais son mot, mais j'aurais pu attendre longtemps. Yoann s'en tape. Content de vous retrouver en tout cas. Ça nous fait plaisir de retrouver Iyad. Je sais pas si les viewers ont vraiment envie de savoir ça. Donc on va surtout parler donc de ce PSG Bayern. Et on va commencer plutôt du coup par l'équipe vainqueur. Désolé Iyad. Par le Bayern. Je pense que tu auras d'autres choses à dire sur le PSG un peu plus tard. Ouais, mais même sur le Bayern. Est-ce que tu as envie de commencer sur le Bayern? Vu que t'étais pas là la dernière fois, j'ai envie de te lancer peut-être sur le Bayern. Ou peut-être lancer Bassim. Non, ça viendra. Bassim n'a pas besoin de moi pour prendre la parole. Donc, moi je dirais rien. Voilà. Je me tais. Non, Iyad, ouais, comme t'étais pas là la dernière fois, je vais te poser la question par exemple sur le Bayern. Est-ce que pour toi c'est une victoire de futur champion, tout simplement? C'est une victoire de la meilleure équipe européenne aujourd'hui. Elle a pris le statut. Du moment. On parlait du PSG longtemps et a raison comme meilleure équipe du monde. Là, c'est le cas pour le Bayern. Et justement, ce qui est intéressant, si on se projette un peu sur le match du Bayern, c'est le fait qu'il y ait vraiment un miroir avec l'équipe du PSG, en tout cas l'équipe du PSG dans sa meilleure forme, et le côté pressing, agressif, constant. Maintenant, est-ce que tu dois tirer des enseignements, des conclusions sur ce qu'est le PSG et sur ce que va faire le PSG cette saison en termes de niveau de jeu? Je pense pas, parce que pour le coup, le Bayern a livré un très 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 gros match. Toi, Magie, qu'est-ce que tu penses de cette victoire justement? Est-ce que c'est totalement mérité? Oui, la victoire est méritée. Après, c'était une soirée un petit peu catastrophe pour le PSG. Voilà. Mais côté Bayern, ils avaient l'équipe, ils avaient toute l'équipe type qui était présente. Ils ont marché sur le PSG en première mi-temps jusqu'au rouge de Diaz, mais ils ont totalement mérité. Maintenant, ça se fait très tôt dans la saison. On a vu le PSG la saison dernière où au même moment, ils ont déjà souffert. Gardons notre calme. Voilà, ils ont souffert en phase de poule et puis ils ont réussi à se qualifier au dernier moment en barrage. Donc ça ne veut rien dire. Pour moi, pour l'instant, ça ne veut rien dire. Ok. Et toi, Bassim, alors du coup, qu'est-ce que tu toi, penses dis-nous d'abord ton avis sur le Bayern parce que je sais que c'était important pour toi. Alors moi déjà, j'ai quand même besoin de préciser, je fais un petit peu mon mea culpa sur Kompany. Parce que là, je pense que cette année, et depuis déjà quelques mois maintenant, sur la saison dernière, il prouve qu'il est au niveau. Et ça, par contre, c'est un truc dont je doutais beaucoup. Je le disais souvent sur le début de saison de l'année dernière, il y a eu quand même des grosses défaites. Et il y a eu une période aussi, sa période à Burnley, où il monte et puis il est relégué immédiatement après. Voilà, c'était un peu compliqué. Quand il arrive au Bayern, on se dit quand même, et moi le premier... c'est le 8e choix, déjà. C'est le 8e choix. Et il est pas censé rester à long terme. Il reste là 1 an, c'est le temps de trouver mieux après, tu vois. Au final, pour l'instant, il donne tort à tout le monde. Et il fait un début de saison absolument parfait, historique. Après, on parle du Company Ball, mais en soi, qu'est-ce qu'il a montré de si spécial? Moi, je vois la même équipe que le PSG. En fait, il s'est inspiré du PSG au niveau tactique. J'ai vu le Bayern qui pressait très haut le PSG, qui jouait un peu comme le PSG de la saison dernière. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Non. Est-ce qu'il a les armes pour? Oui. Il a tous les joueurs. Il a des armes différentes en plus. Il a un Harry Kane aussi. Il a la même défense. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'entraîneurs? T'as Jonathan Tah quand même qui se rajoute dans la défense et ça change pas mal de choses. Après, est-ce que tu trouves que beaucoup d'entraîneurs inventent de nouvelles choses? Oui, c'est pas forcément. Même un Luis Enrique. En fait, tu pioches un peu de partout et je trouve que Kompany a pioché certaines choses de Luis Enrique, de Guardiola aussi parce qu'il a été influencé. Il y en a beaucoup qui font le parallèle avec Fernando Diniz au Brésil avec son football relationniste et tout. Bref, c'est des trucs qui ne sont faits pour les hipsters du foot, pas pour nous. On est très terre à terre. Mais je trouve aussi qu'il a apporté. On retrouve un peu du caractère bavarois. Moi, ce que j'aimais pas dans le Bayern post-Heinkes et surtout post-Guardiola, c'est que tu voyais beaucoup d'équipes un peu véganes du Bayern où ça manquait de caractère, alors que le Bayern, c'est au-delà d'être allemand, c'est au-delà d'être. T'as parlé de vegan. Au-delà d'être allemand, c'est bavarois. Il y a un côté très dur, et puis, tu très tabasses physique. tes adversaires. Parce que tu regardes tu aussi les le nombre de tabasses. buts marqués par match. C'est normal. C'est normal. Ils ont une équipe type avec des joueurs incroyables à tous les postes. Je veux dire que t'as plus qu'à. Mais comment t'expliques que avant c'était pas le cas? Non, mais t'as plus qu'à jouer comme le Luis Enrique l'a fait la saison dernière, où ils ont tabassé tout le monde.
Et puis c'est tout. Ça moi, je suis pas d'accord avec ça. Michael Olise, c'est pas un joueur que tu classais toi par exemple dans des top joueurs. Après, passons à côté. Après, il a bien évolué. Un Conrad Leimer, c'est un joueur super sous-coté. Personne ne le médiatisait. Ou pas Mécano, c'est un joueur qui avait un niveau discuté. Tu parles des joueurs. Maintenant, tu mets la tactique du PSG au Bayern, ça marche super bien. Surtout, tu mets la tactique du PSG en Bundesliga. Mais il faut arriver à la mettre aussi. Parce que la Bundesliga, c'est quand même un championnat super ouvert. Il y a ça aussi, tu vois, en termes de nombre de buts. Par contre, en Ligue des Champions, ça froisse. Mais quand tu parles de tabasser, il n'y a pas que tabasser par le score. Pour moi, il y a aussi tabasser. Et c'est là où je trouve le débat intéressant sur l'agressivité de ce Bayern. C'est un Bayern qui fait énormément de fautes. Contre le PSG, ils en font beaucoup. Mais même dans un match contre le Bayer Leverkusen, ils terminent avec beaucoup plus de fautes que leur adversaire. C'est une équipe qui est très dure pour récréer la balle. C'est soit tu la récupères proprement, soit tu fais faute. Et ça, c'est ce qui a changé aussi. C'est une espèce de méta dans le football qu'on ne voit pas toujours. En général, les grandes équipes font pas forcément beaucoup de fautes, elles font des fautes intelligentes. Là, dans ce Bayern-là, tu vois un Bayern méchant. Et dans le comportement, avec ballon, donc ça a toujours été de l'acquis au niveau du Bayern, mais par contre, niveau sans ballon, c'est ça qui a changé. Alors, encore une fois, similaire au PSG de Luis Enrique, mais tu remarques, notamment sur la première mi-temps, les mouvements sans ballon du Bayern, ils sont vraiment archi intéressants et tu remarques la position d'un Vitinha qui essayait à chaque fois de se sortir des lignes, de sortir du pressing. Il y a eu un marquage individuel de la part de... bien que c'était Vitinha qui faisait le jeu. Plusieurs fois, je l'ai vu, j'ai vu deux joueurs... Et ça se relayait pour le prendre en marquage individuel. À deux même, carrément. À deux. Ils ont très bien coupé les lignes de passe. À chaque fois, ils ont mis un gros pressing très agressif. Et notamment sur les 2 buts qu'ils mettent, à chaque fois, c'est parce qu'il y a un gros pressing. Une fois sur une récupération, sur une mauvaise passe de Nuno Mendes ou Mendes qui perd le ballon, et une deuxième fois sur une erreur défensive. Maintenant, en face, ils avaient le PSG, un PSG qui n'était pas au top de sa forme, avec beaucoup de choses à dire aussi sur le PSG. C'est ça aussi. Après, c'est pour ça qu'il y a quand même... qui gagnent assez facilement, ou en tout cas qu'ils ont dominé la première mi-temps. Mais tu vois, le Barça qu'on voyait comme l'une des meilleures équipes du monde la saison passée, en début de saison, il tombe sur un PSG qui est encore moins en forme que celui qu'on a vu mardi. Ils se sont fait tarter. Mais c'est un niveau en dessous, le Barça. C'est un niveau en dessous. Oui, parce que défensivement, ils sont moins bons, ils sont moins agressifs. Ils n'ont pas aussi un aussi gros pressing que ce qu'a mis le Bayern ou ce que le PSG. Je suis d'accord avec toi. Et il y a le niveau des joueurs. Ils ont le meilleur. Pour l'instant, pour moi, ils ont le meilleur joueur du début de saison depuis août. Il y a un débat avec un Norvégien de. Il y a un débat. La seule différence, c'est la participation au jeu et même dans le jeu sans ballon et le pressing que lui a mis. Face au PSG. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement parce que. La petite question à Eric Bénard. Il a les buts et en même temps, il a aussi sa participation au jeu. Je l'ai vu. Toujours eu en plus. Je l'ai vu dans sa propre surface face au PSG à l'extérieur. Mais moi, dans un match, là où. C'est quand même ouf. Le Bayern, c'est pas l'équipe qu'on regarde le plus. Moi, j'avais regardé le match contre Dortmund et Dortmund qui faisait un match vraiment sérieux. Pas le match bizarre où il le gagne pas de beaucoup d'ailleurs. Il le gagne d'un but d'écart. Et le match d'Harry Kane, mais il fait un match à un niveau stratosphérique. Pour moi, c'est vraiment similaire au rôle que Benzema avait. Encore même plus. Pour moi, il était même encore plus au cœur du jeu. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça, le Bayern l'année dernière et même après cet été, personne ne cotait le mercato du Bayern. On parlait tous de Liverpool, on parlait du PSG, ça parlait des du ratés Barça. de recrutement aussi parce qu'ils voulaient Nico Williams, ils voulaient Wirtz. Et tu vois le niveau de cette équipe. Et compagnie tente des choses. Donc, tu as le rôle de Kane. Parfois, il essaye d'inverser il met les latéraux en faux pied. Bon, parfois, il y a à boire et à manger. Il y a des choses parfois qui ne fonctionnent pas. Mais moi, je trouve que déjà, la charnière Upamecano de Jonathan Tah, c'est une super charnière centrale. Ils sont méchants. Tu le disais tout à l'heure, ils sont méchants. Avec Kane, en fait, c'est un peu le rôle de Dembélé au PSG de la saison dernière, où il s'est marqué des buts, mais en même temps, il participe énormément au jeu. Et dans toutes les relances du Bayern, notamment de Neuer, parce qu'à un moment donné, Neuer envoyait aussi pas mal de ballons. Il avait tous les ballons. Je ne sais pas comment il fait pour à chaque fois pouvoir contrôler le cerveau, et la garder, grosse protection de balle. Il a un cerveau. Et proprement aussi. Et en faire quelque chose de bien. Le fait de participer au jeu, d'être clinique aussi devant le but, c'est quelque chose qu'il a malgré tout toujours eu. Oui, déjà à l'époque de Tottenham avec Son, tu vois, c'était quand même un mec qui savait redescendre. Mais c'était pas toujours bien exploité. Voilà. Parfois, les coachs qu'il a eu n'exploitaient pas. Il était pas bien entouré aussi. Moins bien. Il a jamais eu un milieu de terrain du niveau de Kimmich. Il a jamais eu un milieu de terrain du niveau de Kimmich au Bayern en rampe de lancement, tu vois, pour le suppléer. Et même un Upamecano, tu vois, pour moi les deux. Mais sélection, en équipe nationale, il avait après par qui il était coaché. Il peut avoir cette nature-là, mais il faut aussi que le coach attribue des rôles qui vont correspondre à Kane dans l'équipe, tu vois. Exactement.
Et d'ailleurs, c'est peut-être pas mal aussi qu'il se soit enfin dit qu'il fallait tourner la page Coman, je pense, sur les ailes. Ouais. Donc, on voit que le changement fait du bien. Et on va donc pouvoir passer, si tu le veux. Et Moussiala n'est toujours pas revenu. Moussiala, c'est qu'on oublie carrément que Moussiala n'est pas là. Mais quand même. Regarde un joueur comme Gnabry, par exemple. Voilà. Gnabry, son niveau qu'il avait, pour moi, c'était un joueur, il était fini. Il allait finir à Galatasaray avec Leroy Sané. Faut se méfier de Gnabry quand même. Mais pourquoi ? Parce que justement, ça le convient, ce style de jeu-là, où il faut qu'il presse énormément, il fait beaucoup d'efforts. Il plonge dans le dos. La passe qu'il fait sur le premier but, elle est incroyable aussi. La passe qu'il fait à Olise. Ouais. La déviation, elle est folle. Après, et pour on parle moi, de Moussiala, t'as Davis aussi qui est absent. Oui, t'as Davis. Après, moi, sur le match, celui qui m'a le plus marqué derrière Harry Kane, c'est vraiment Upamecano, comme tu disais tout à l'heure, parce que son comportement défensif, tu vois, le fait de à chaque fois intervertir comme le fait le PSG, je trouve que c'est enfin, tu vois, Upamecano, c'était quand même censé être un crack, c'était quand même censé être un défenseur de nouvelle génération. Voilà, exactement. Mais le Bayern a quand même gardé cette structure où il joue haut. J'aime bien ce joueur-là, mais attention, parfois, il fait des grosses boulettes aussi. Sûr. On l'a vu dans plein de matchs où il peut faire des très bonnes parties de saison, il va enchaîner plein de matchs super bons, et à un moment donné, boulette dans des matchs importants. Mais après, c'est pas lui le leader de défense. Avec quand t'es coaché par un mec comme Kompany, qui avait quand même c'était un sacré défenseur, je pense que son discours va plus l'impacter qu'un Nagelsmann. Et Kompany, il a été conforté par la direction du Bayern, ce qui a permis aussi de mettre en place de vraies choses. Les joueurs se sont dit, ok, il est là, il va rester là cette saison, on va pouvoir le suivre et l'écouter, se projeter, tu vois. C'est ça, et Upamecano est peut-être aussi mieux accompagné quand il a, comme tu l'as dit, Jonathan Tah, plutôt que Kim Min-jae qui, lui, par contre, pour lui, a jamais vraiment réussi à s'imposer. Qui est quand même rentré, il a mis du temps avant de faire rentrer un défenseur, mais il l'a fait, Les changements ont mis du temps, globalement. Il y a eu beaucoup de temps perdu aussi. Et donc, on va pouvoir passer maintenant au PSG. Donc, toi, je sais que tu as des choses à dire. Par quoi tu as envie de commencer ? Est-ce que tu as envie de commencer peut-être par les failles justement de ce PSG-là sur ce match-là ? Ou est-ce que c'est pas des failles finalement qu'on sentait venir quand même depuis un moment ? Peut-être la forme physique. Il y a la forme physique. Évident, c'est pour ça que après, si je dois m'attarder sur une individualité et tirer tout de suite sur quelqu'un, Marquinhos, je suis désolé, son comportement sur le deuxième... c'est évident, mais à un moment donné, il faut le souligner. Tu prends l'info, tu récupères le ballon déjà un peu miraculeusement, tu prends l'info une fois, deux fois, et en plus, tu mets trop de temps à relancer. Franchement, c'est pas... Moi, déjà, dès le début de la saison, je me suis dit que Zabarni devrait sauter Marquinhos au plus vite. Ouais. Et malheureusement, avec le carton rouge contre Leverkusen, il n'a pas pu être là. Maintenant, je trouve que son comportement pendant le match n'a pas été digne de cette rencontre, du niveau de cette rencontre-là. Mais c'est facile de désigner un seul joueur. Effectivement, c'est pas que de sa faute. C'est pas que de sa faute. Mais moi, je regarde dans ce genre de match, je me dis, je regarde la forme physique générale de l'équipe. Marquinhos, déjà, il revient. Il n'a pas enchaîné beaucoup de matchs auparavant. Donc, il revient sur un match hyper important contre le Bayern. Il y a d'autres joueurs aussi qui n'étaient pas dans leur meilleure forme physique. Hakimi, Nuno Mendes, qui joue quand même pas mal de matchs aussi, même si parfois ça tourne en Ligue 1, mais ils n'étaient pas totalement en forme. Et Dembélé, incertitude avant le match. Pour moi, c'est un choix catastrophique de le faire démarrer. Moi, je pense que c'est la prépa physique de l'équipe de France et le staff médical de l'équipe de France pour l'avoir fait jouer. Pour moi, la faute, elle est du côté de Dembélé. C'est qu'il doit dire avant le match, non, ça va pas le faire, ou c'est bon, je me sens bien, et il n'y a aucune inquiétude. Et là, je pense qu'il avait vraiment envie de jouer ce match-là. C'était un rendez-vous. Peut-être que son corps lui a envoyé des bons signaux, mais après, quand tu es dans un type de match comme ça où tu as en face de toi une équipe qui met énormément d'intensité, toi aussi, tu dois répondre à cette intensité. T'as Barcola qui, après le match, dit j'étais KO. Ça se voit qu'il est KO, Barcola. En deuxième mi-temps. Fabien Ruiz, il sort du terrain. Je le vois, il est comme ça. J'ai jamais vu un joueur qui respirait aussi fort, je pense, sur le banc. Non, mais l'équipe n'était pas prête. L'équipe n'était pas prête. Ils sont cramés, mais pourquoi ils sont cramés aussi si tu compares l'équipe qui a aligné le Bayern Munich face à Leverkusen le week-end dernier? Ils ont fait tourner, eux. Ils ont fait tourner 5-6 joueurs. Le PSG peut faire tourner. Face à Nice, ils font un peu tourner, vu la purge que je me suis tapé. Mais c'est pas les mêmes individualités que t'as. T'as pas Goretzka sur le banc. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais à un moment donné, on revient à un truc. Le banc du PSG n'est pas assez conséquent. On en revient à la Coupe du Monde. Mais t'as été des champion clubs. d'Europe avec ce banc aussi. On en revient à la Coupe du Monde des clubs et on en revient à zéro préparation physique. Et une préparation, à chaque fois, tout le monde le dit, la préparation, elle est hyper importante. Tu peux faire reposer les mecs de temps en temps entre les matchs, mais ça vaut pas une préparation. Préparation, à un moment donné, tu te reposes, tu commences doucement, et ensuite tu enchaînes des entraînements à haute intensité. Et ça, ils n'ont pas pu le faire. Donc, les mecs, ils vont se reposer, oui, mais réenchaîner derrière, tu te pètes. Et tous les joueurs se pètent au final. Oui. T'as Doué, Barcola, Dembélé, Kvara à un moment donné,
Hakimi, Nuno Mendes maintenant, Marquinhos, tous les joueurs se sont pétés. Tu disais t'as été champion d'Europe, t'as été champion d'Europe avec ce banc, mais limite là l'année dernière c'était un miracle. Mais là-dessus à ce niveau-là l'année dernière c'était un miracle. Le seul qui s'est pété c'est Vitinha. Ouais. Joe Neves s'est pété durant la saison. Après, Vitinha, il joue pas tous les matchs cette saison non plus. Il y a plein de matchs où il était indisponible. Pour l'instant, il est pas blessé. Mais ça va. Mais ça, c'est un gros problème. Hein. Après, ton mercato, il a pas été réfléchi comme ça parce que aussi, je pense, la logique, c'était de maintenir le même groupe et garder la plupart des joueurs. 2 ajustements près, pour moi, c'est pas déconnant. Et peut-être qu'au mercato d'hiver, il y aura aussi une recrue type Gvara de l'hiver dernier. Ça me semble nécessaire parce que tu es obligé d'anticiper. Mais c'est pas tous les jours que tu as des Gvara qui sont disponibles sur le marché. Oui, mais au moins un joueur d'appoint, un joueur meilleur que ce que tu peux avoir sur le banc, même si les Titi sont bons. C'est un latéral. Idéalement, un latéral. Moi, je prends un mec offensif. Non, je prends un mec offensif. En plus, je prends un 9. Mais t'as déjà Gonzalo Ramos. Je prends un 9 un peu polyvalent. Non, mais on a déjà fait une vidéo quel 9 sur le PSG l'année dernière. Je sais pas si c'est un 9 qu'il te faut. Regarde Mayoulou, il fait le taf. Et Ramos, c'est même pas le premier choix. Il est dans la rotation. C'est pas un 9 qu'il te faut. Pour moi, c'est un latéral à la limite. Mais le problème, c'est que tes blessures, elles se concentrent quand même sur le secteur offensif. Récemment, t'as Gvara, Doué et Dembélé qui ont été blessés récemment. Oui, mais parce que justement, en fait, à la première blessure, tu fais jouer un autre mec. Lui aussi, tous ont vécu la même saison. Plus de nombre. Mais tu peux pas, t'es pas Chelsea, tu vas pas avoir, tu peux pas doubler tous les postes. Moi, je te parle d'un ou aujourd'hui. deux joueurs. Et je pense que pour le mercato de cet été, ça parle de cet hiver, ça parle de possiblement 3 joueurs. Voilà. 3 joueurs, donc ça serait un défenseur polyvalent. Il y a déjà le nom d'Eric Garcia qui est quand même pas mal sorti. Je sais pas si ça se fera. Pitié. Pitié. Qui reste là où il est. Non, mais il est apprécié par Luis Enrique. Exactement, pour sa polyvalence justement. Un milieu de terrain expérimenté et un attaquant d'aile. Voilà. Donc après, je sais pas si ça se fera ou pas, mais oui, c'est sûr. Mais tu vas faire quoi d'un attaquant d'aile alors que t'as Barcola, Doué mais est-ce que tu les as? Oui, est-ce que tu les as? Oui, mais tu peux pas recruter comme ça. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, dans la gestion du groupe, tu peux pas avoir 4 ailiers de top niveau. On t'a pas dit de recruter un. Mais c'est quoi? T'as Mbaye. Mais t'as déjà Mbaye. C'est vrai qu'ils seront pas tous là en même temps. Il y aura tout le temps un blessé ou. Et si t'en as pas. Si tu veux du turnover, à un moment donné, même dans des gros matchs, pouvoir sortir un joueur. Tu auras sûrement un joueur blessé à chaque fois. Mais du coup, on fait quoi? Tu peux sortir un joueur. On reste comme ça. Non, pour moi, les postes où tu es en sous-effectif, oui. Donc, sur le poste de latéral droit, idéalement, tu prends un mec qui peut jouer à droite et à gauche. Mais par contre, dans les offensifs, ça sert à rien de recruter un offensif. Au final, il y en a un qui a plutôt fait une bonne rentrée, c'est Kangin Lee, finalement. Oui. Qui peut remplacer, tu vois, sur les côtés, il peut remplacer aussi certains joueurs. Il a fait quand même une bonne rentrée. Si on revient un petit peu sur le match, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du match du PSG et des individualités? Déjà, on est obligé de le séquencer en mode première mi-temps, deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps, moi je trouve que, comme on disait tout à l'heure avec le pressing du Bayern, ils ont été bloqués. Déjà, ils ont réussi à bloquer les 2 meilleurs joueurs du PSG, Hakimi et Mendes. Même si Mendes, franchement, dépassement de fonction, encore une fois, pour moi, c'est le meilleur joueur parisien depuis le début de saison. Hakimi, malheureusement, il lui est arrivé ce qu'on sait. Et le maître dans l'entrejeu, c'est Vitinha. Le milieu n'a pas existé. Bloqué. Vitinha bloqué. Zaïre Emery, pour moi, je reste persuadé que ça reste un peu léger pour ce genre de match. Il n'a pas fait un mauvais match. Zaïre Emery. Il n'a pas fait un mauvais match, mais il revient bien. Beaucoup de passes, tu vois, un peu sûres. Il n'a pas pris beaucoup de risques. Fabien Ruiz, il était cramé, pour moi. Et après, devant, Dembélé sort très vite. Il y a Kangin Lee. Barcola fait pas un très bon match. En fait, après, le truc, c'est quoi? C'est que le Bayern a tellement fait un bon... Non, justement, le Bayern a tellement fait un bon match et a tellement bien bloqué que le seul moment où tu te retrouves à avoir des occasions en première mi-temps, c'est quand Barcola fait un décalage et en gros arrive à éliminer un joueur, ce qui casse une ligne et qui casse du coup les 5 joueurs qui faisaient le pressing. Mais sinon, en attaque placée en première mi-temps, on n'a rien fait. Non, t'as rien fait. On s'est fait éteindre. Avec Fabien Ruiz qui fait sa spéciale pour Barcola, qui l'envoie à profondeur. Mais j'ai trouvé que. Non, c'est vrai que devant les cages, Barcola. On le voit. Il y a un problème là-dessus. On le voit trop peu souvent, Barcola. Non, mais il touche pas assez de ballon. Et quand il est sorti, j'ai bien aimé parce que Gvara, qui à un moment donné se retrouvait dans l'axe, puisque t'as Kangin Lee qui a pris le côté droit, il s'est remis à la place de Barcola à gauche. Et là, on a vu des différences. Ça allait beaucoup mieux. Et il nous manquait ce joueur d'impact aussi au milieu qui pouvait faire la différence parce qu'ils se sont baladés au milieu en première mi-temps. C'est João Neves. Et on a vu la différence, même s'ils étaient à 10 contre 11. Ah oui, on a vu. On a vu la différence parce que le mec était partout. Et il se projetait aussi, ce que peine à faire Zaïre Emery, même s'il a eu une occasion à un moment donné où, pour moi, il est trop gentil à chaque fois dans ses passes, dans ses tirs. Il la rate, mais João Neves, il a montré qu'il pouvait se projeter, qu'il avait de l'impact physique, tu vois. Après, c'était malin ce qu'a fait le Bayern, puisque en défendant à 10 derrière, en gros, ça a obligé le PSG à frapper de loin, c'est ce qu'ils ont dit. Et à centrer, ce qui a donné lieu à 2 occasions, dont une qui a fait but. Mais il y a aussi gros match de Manuel Neuer. Là-dessus, les frappes de Vitinha, elles sont arrivées. On avait l'impression qu'elles n'étaient pas dangereuses avec les arrêts de Neuer, mais
franchement, c'était la seule solution qui restait au PSG, même en supériorité numérique. Donc, malgré tout, il n'y a pas eu photo sur le match. Et je suis désolé, on doit paniquer, non. On en a déjà parlé, etc. Mais Chevalier, il sort 0 arrêt, ce mec-là. Non, mais il joue bien au pied. Non, mais tu compares le match PSG-Bayern en Coupe du Monde des clubs, Donnarumma, il en avait sorti des pas mal. Ouais, mais là, 0 arrêt. Ouais. Mais moi, c'est le truc qui me dérange le plus avec le mercato du PSG, c'est que tu as voulu garder le même effectif, mais par contre, tu as changé un élément clé, c'est le gardien. Ouais. Et je pense que c'était un peu... En te disant, il fera pas mieux de toute façon, donc faut le changer. Donc, vu que tu fais la transition sur le gardien, bah, tu pouvais peut-être faire la transition sur d'autres À mon avis, ce qui s'est dit, c'est qu'on aura une meilleure maîtrise avec un gardien qui est meilleur au pied. On va concéder moins d'occasions. Et du coup, non, je trouve au pied, je trouve pas plus rassurant. Si, légèrement, enfin, faut le dire, légèrement. En qualité, mieux, après, je me base un peu sur Donnarumma à la fin. Donnarumma à la fin, à la fin du parcours, il était exceptionnel. Donc, exceptionnel en effet. Je pense qu'on reparlera quand même d'Hakimi dans une prochaine vidéo du coup. Oui, bah rendez-vous rapidement. Petite vidéo spéciale pour Achraf. Pour Achraf et un hommage. Voilà. un hommage à ce bon vieux Achraf. Quant à vous, dites-nous ce que vous pensez du coup de ce match. Est-ce que c'est une vraie victoire tactique de compagnie? Ça fait déjà quand même 2 victoires en 3 matchs face à Luis Enrique. Ouais, pas mal, et ça fait 16 sur 16 cette saison. Et j'attends vraiment le match face à Arsenal. Où là, je dois saluer Majdi Majdi avait mis Arsenal en favori de la Ligue des Champions. Et vraiment, ce match va être intéressant. Et Liverpool, j'avais dit quoi aussi sur Liverpool? Attention, ils peuvent choke, même s'ils ont fait un bon mercato. Ils vont passer. C'est ce que j'ai dit sur la vidéo Première Ligue. Première Ligue, oui. Ligue des Champions, pour l'instant, je crois que Liverpool est plutôt bien placé. Donc, comme tous les clubs anglais, ils sont tous dans le top 8. Voilà. Donc, encore une fois, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous voyez aussi pour la suite. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut.